2 ans, putain. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a de temps? Bah alors déjà que je t'ai fait un gâteau, tu crois pas que je vais chanter en plus? Ah, tu as vu que je ressemblais à Marilyn Monroe, tu t'es dit banco, quoi. Allez, mène-toi le cul, t'as pas le temps, là, il y a autant de news que ce qu'il y a de reboot chez DC et Marvel. Et le pire, c'est qu'elle a raison, donc tout de suite, les amis, c'est les news de la semaine. DC Comics. Et chez DC, ça sent eh bien les égouts, la chauve-souris, le batarang et les pizzas, hein, puisque James Tynion 4 et Freddie Williams 2, hein, c'est que des suites, eh bien ils reviennent donc pour la suite du crossover de Batman et des Tortues Ninja. Alors cette fois, hein, c'est Donatello qui va chercher à joindre Batman parce qu'un de ses collègues a disparu. Manque de bol, c'est Bane qui traverse donc le portail et on va voir hein, s'il est capable de casser de la carapace sur son genou, pourquoi pas. Moi, tant qu'on voit pas la Batmobile qui était quand même, avouons-le-nous, dessinée à l'anus, eh bien moi ça me... Les amateurs de old school devraient kiffer ça, hein. Denis O'Neill revient au mois de décembre pour écrire une nouvelle histoire de Batman. On lui doit une grosse partie donc du run de Green Lantern et Green Arrow, on lui doit aussi une grosse partie du run de Batman par Neil Adams, et on lui doit aussi, hein, c'est lui qui a donné l'opportunité à Frank Miller de venir reprendre les rênes de la série Daredevil, et de redonner vie hein, littéralement au personnage. Et pendant que chez nous, un connard assis sur un camion s'amuse à swinguer sur le parking de Sixth, eh bien aux États-Unis, DC s'amuse à promouvoir The Dark Knight numéro 3 hein, par Brian Azzarello et par Frank Miller sur les antennes de télé nationale avec un motion comics. Ça a quand même une autre gueule. Hein. Sur Twitter, Greg Capullo continue hein, d'alimenter la rumeur selon laquelle il va bientôt prendre les rênes un moment ou un autre donc de la série Swamp Thing. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si vous pensez que son dessin est adapté à la créature du marais ou pas. Et sinon, DC Comics a embauché des sadiques pour la cover lenticulaire donc du Action Comics numéro 88. Les covers lenticulaires, c'est des covers dont l'image change selon l'angle en fonction duquel vous la regardez. Un peu comme les gens le lendemain d'une soirée un peu trop arrosée. Et bien là, c'est Robson Rocha et Daniel Henriquez qui nous offrent donc Jor-El et Lara donc en train d'exploser. Donc dans les derniers moments de Krypton, pouf, ils explosent. Pouf, comme ça. Sadique, ça va pas, non? Marvel. Chez Marvel, Ryan Stegman, Dan Slott et Mike Costa hein, donc réaliseront le crossover Venom Inc. qui verra donc Peter Parker, Flash Thompson et Eddie Brock se dépatouiller hein, d'avoir été un jour l'hôte du symbiote Venom pendant que celui-ci cherchera des nouveaux moyens d'opérer. Ça commence en décembre en VO. Un autre crossover à prévoir, eh bien, c'est la force donc de la Weapon X qui devra affronter toute une armée de super soldats qui est sur la même drogue donc que Nuke. Et apparemment, ils ont le même tatoueur aussi. Marvel nous fait miroiter de nouveaux personnages pour après l'event Legacy avec donc cette illustration d'un personnage féminin et la légende qui est Voyager. Bon, si je devais répondre, je dirais que c'est un petit peu la guêpe, un petit peu Storm et un petit peu Elektra hein, pour le foulard. Et ce qui me frappe surtout, c'est que Joe Quesada, eh bien putain, il sait dessiner en fait. Il est caméléon. C'est-à-dire qu'il peut passer d'une affiche pour les Defenders à du comics, à Daredevil Phaser. J'avais oublié à quel point il était bon en illustration. Le scénariste Matthew Rosenberg signe un contrat d'exclusivité avec Marvel hein, où il va travailler sur un personnage ultra important. Je vous spoil pas parce que ça fait partie des grosses surprises du Legacy. Perso, je la trouve un petit peu maigre, mais bon. Bon après, quand je dis contrat exclusif, maintenant j'ai l'impression que ça ne veut plus rien dire d'autre que on t'a niqué à Marvel ou on t'a niqué à DC parce que l'auteur pourra continuer donc toutes ses propriétés indé chez Black Mass Comics, donc We Can Never Go Home, donc qui est sorti chez Glénat ce mois-ci, ou encore 4 Kids Walk Into a Bank. Papy Rago. Et Papy Stanley a fait des conventions hein, dans la semaine et il a bavé. Oh non, pas au sens propre, oh le gars, pensez qu'à déconner un peu, vous respectez rien. Hein. Il nous révèle par exemple que Martin Goodman, qui était le boss de chez Marvel à l'époque, lui avait refusé à la base d'appeler les X-Men les X-Men. Et donc Stanley lui avait proposé les mutants et Martin Goodman avait dit non, nos lecteurs ne sont pas si intelligents que ce que tu crois, ils ne sauront jamais ce que sont des mutants. Connard, oui, connard. D'ailleurs Stanley ajoute que Goodman n'a jamais eu aucun respect pour les lecteurs de comics. Finalement, il a été d'accord pour X-Men et Stanley a toujours dit que c'était bizarre puisque si, soi-disant, les lecteurs ne comprenaient pas ce qu'étaient les mutants, alors les X-Men, quand même paradoxal, oui. Et Papy a encore ravivé l'espoir des fans en disant que Marvel faisait tout pour récupérer les droits cinématographiques sur l'ensemble de leurs personnages et qu'il faudrait qu'on patiente un petit peu puisque dans quelques années, nous aurions plus de héros à l'écran que de temps pour les regarder. Déjà que j'ai pas assez de temps pour tout lire, alors là... Alt-right. Bon les amis, si je vous dis, cette semaine, Superman a sauvé des civils d'un individu manipulé mentalement par un super vilain. Et ouais, vous allez me dire, oui bon, Comi, on t'aime bien,
Mais tu as fêté tes 2 ans, tu as sniffé un petit peu trop de coke, tu n'avais pas eu le temps de préparer tes news et tu nous as sorti une news à la con. Oui, non, vous avez raison, hein, Superman qui sauve des vies, il fait juste ça depuis environ 80 ans, donc ça devrait surprendre absolument personne, sauf cette fameuse droite alternative, hein, donc, qui voudrait hein, que Sin City soit en blanc et blanc. Et oui, parce que si la véritable révélation de ce Action Comics numéro 987, c'est l'identité de Monsieur Oz, que je ne vous spoilerai pas, n'ayez pas peur, eh bien non, hein, qu'est-ce qui a éclipsé ça? Eh bien c'est le fait que Superman arrête un homme, donc, avec un bandana à l'effigie du drapeau américain, il l'empêche de tirer sur ce qui apparaît être des travailleurs étrangers qui parlent espagnol, et probablement des migrants, on ne sait pas. Sauf qu'il y a 2 choses à rappeler donc, à ces fachos qui ont perdu 18 kilos en lisant ces quelques pages. Eh bien la première, c'est que Monsieur Oz avait complètement manipulé mentalement ce fier américain, et donc il n'était pas dans son état normal, qu'il n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas été manipulé. Et la deuxième, eh ben, c'est que je crois bien que Superman c'est un migrant lui aussi, hein, parce que Krypton, je vois pas ça dans les frontières des États-Unis. Donc non seulement c'est un migrant, mais qui a en plus toujours pris la défense des opprimés, hein, depuis sa toute première histoire où il luttait contre un sénateur américain corrompu qui voulait envoyer les armées en guerre au détriment des troupes qui se seraient fait exécuter, hein, comme dans chaque guerre, mais à l'avantage de son porte-monnaie puisqu'il en aurait tiré des sous. Et ça c'est quelque chose qui a dû échapper hein, donc à Todd Stans, qui est éditorialiste chez la Fox News, qui fait partie de ce mouvement de l'alt-right et qui déplore le fait que DC transforme son écurie de héros en pions politiques qui veulent à tout prix endoctriner les enfants. Il se demande à quand un Flash qui aide les Mexicains à traverser la frontière, ou une Wonder Woman qui utiliserait son lasso pour empêcher un Texan de défendre son ranch. Contre quoi il a pas dit, des cactus, enfin j'en sais rien. Autre victime un petit peu plus malheureuse donc d'internet, de la division et de cette espèce de minorité tout à fait vocale, bien c'est Aubrey Sitterson, donc, qui est scénariste chez IDW, qui fait la série G.I. Joe, et qui sur son Twitter personnel a dit qu'il était contre donc, la récupération commerciale de la célébration du 11 septembre, de la mémoire hein, envers les victimes. Donc il y a des hôtels qui font des petits déj spéciaux, etc. Donc ils trouvent que c'est nul à chier. Le problème, c'est que quelques fansites très importants de G.I. Joe ont mis un ultimatum à IDW et ont dit que, basé sur ce tweet qu'ils ont trouvé outrancier, eh bien ils boycotteraient toutes les propriétés IDW jusqu'à ce que Aubrey Sitterson ne soit plus employé par la firme. Ce qui est plutôt cool, hein, c'est qu'au début, IDW s'est rangé du côté de son scénariste, hein, celui qui est réputé pour avoir insufflé un petit peu de diversité dans un titre sur l'armée, donc qui était plutôt masculin et blanquiné. Donc ils ont dit hein, qu'il avait exprimé maladroitement la colère de ceux qui ont vécu l'attentat de très près puisqu'il est à New York et qui ont du mal à comprendre comment pas mal d'Américains prétendent ressentir la même douleur. Problème, donc tous les fansites sont allés se plaindre directement à Hasbro qui détient donc la propriété intellectuelle de G.I. Joe, c'est des figurines, des poupées pour enfants à la base. Et là le temps a changé, IDW a fait paraître un communiqué de presse disant qu'un auteur a donc procédé de distanciation, un auteur avait tenu des propos qui étaient clivants, etc. et que des actions allaient être prises. Le problème c'est que la majorité des instigateurs de cette campagne sont des activistes sur internet bien connus de nombreux scénaristes pro-diversité, ce sont des anti-diversité qui en voulaient à Sitterson déjà avant ce tweet et qui s'en sont servis comme prétexte. Finalement, est-ce que c'est pas un petit peu plus chier sur les victimes du 11 septembre que ce qu'a pu le faire Sitterson avec sa colère? On verra les conséquences de cette polémique, mais ça serait dangereux qu'une maison d'édition plie à une certaine frange de la communauté qui est tout à fait vocale mais assez minoritaire. Autre conséquence du climat politique américain qui en ce moment n'est pas apaisé, eh bien la Rose City Comic Con a actualisé sa politique donc de cosplay, bannissant, je cite, tout cosplay évoquant des atrocités innommables. Alors du coup, est-ce qu'on peut toujours se rendre à la Rose City Comic Con en cosplay du Joker de Walter Flanagan? Je me demande. Et il précise que ça compte pour l'Hydra Old School et Crâne Rouge et tout ce qui est les autres nazis du divertissement. Alors c'est assez compliqué comme politique hein, parce que quid, moi j'aime bien dire quid, ça fait 2 ans, je suis érudit, quid du Captain America et de tous ses alliés, quid des symboles de l'Hydra tout simplement, comment faire? Et vous voulez savoir le pire, voire peut-être le meilleur hein, dans cette affaire, c'est que toute cette nouvelle politique a été adoptée parce qu'il y a quelques années on y a vu un couple de Hello Kitty nazis. Non mais enfin, si Tonton Dolphy voyait ça, ça serait les premiers à être mis au four, enfin je sais pas, c'est phénoménal. Star Wars. Tiens, 2 news Star Wars. La première, c'est Mark Hamill qui vous supplie d'éviter de lire le Star Wars numéro 49 de 1981. En même temps, ça s'appelle The Last Jedi. C'est dessiné par Walt Simonson. C'est écrit par Mike W. Barr et ça contiendrait
plein de spoilers sur The Last Jedi, justement, le film qui sort en décembre. Alors est-ce que c'est une vaste blague ou est-ce que c'est un avertissement réel? Mais je vous laisse me dire dans les commentaires. Star Wars, Disney et Marvel continuent de tisser leur empire intermédiaire, puisque en décembre prochain, presque en janvier, sortira le comic Star Wars The Last Jedi The Storm of Crate, qui racontera donc l'histoire de Crate, cette petite planète qu'on aperçoit dans le trailer et qui serait primordiale donc à l'intrigue du nouveau Star Wars. Nouveautés. Deux nouveautés assez remarquables cette semaine. Tout d'abord la suite de Klaus, et donc le comics de Grant Morrison et de Maura qui revisite donc les origines du Père Noël en version badass. Pom pom pom, mais dans ta gueule. Bon, cette fois il revient et il affronte son némésis, donc il sera lui non pas quelqu'un qui donne mais quelqu'un qui reprend, donc un pirate, et qui a la particularité aussi, donc un Papa Noël pirate et loup-garou. Alors là je vous avoue que c'est un petit peu comme quand tu mises tout ton salaire du mois sur le rouge au casino, c'est qui tout double cette affaire. Alors la deuxième annonce, c'est simplement deux covers qui m'ont vraiment fait kiffer. Ça s'appelle Paradiso, c'est une nouvelle série qui commence en décembre chez Image Comics. C'est par Ram 5, Dev Pramanik, Derba Kelly et Aditya Bidikar. Ça raconte l'histoire donc d'une ville qui sera consciente de sa position dans le monde en fonction des habitants et de la façon dont ces habitants l'ont construite. Oui, ça paraît un petit peu, oui, ça me plaît. Bon, ça part en sucette et 100 ans plus tard, et donc un personnage, un habitant revient à Paradiso dans des paysages dystopiques désolés. Alors là, quand tu associes dystopique et désolé à paysage, moi je signe. Puis c'est cover quoi. Voilà, c'est la fin de ce JT, hein. J'espère qu'il vous a plu. C'était les 2 ans du JT, les 2 ans de la chaîne. Et je vais encore vous remercier, hein, parce que on dirait que je sais faire que ça, mais après tout, il faut vous remercier parce que c'est vous qui me motivez à continuer comme ça, encore au moins pas mal d'années. Je tiens à remercier particulièrement Arcafache qui m'a envoyé plein de jolis dessins, vous les voyez derrière, dont 2 originaux, hein, avec une très jolie lettre que je garde pour moi, celle-là, mais en tout cas il y a 2 originaux et on sait à quel point c'est dur pour un artiste de se débarrasser de ses originaux, donc Judge Dredd et le Batman qui rigole, donc un gros big up à lui et je vous invite évidemment à aller le suivre sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez envie de papoter, eh bien, il y a les réseaux sociaux pour ça, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a les commentaires de YouTube, vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages. Pour le bandeau, c'est votre espace, c'est votre zone, elle est libre. Et moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles, toutes fraîches. Je vous laisse avec une petite vidéo que j'ai mis hier, je lisais mon tome de All Star Batman numéro 1, je bouillais, il fallait que je partage, donc j'ai fait ça vite fait. Ça vous a plu apparemment, donc je recommencerai. I'll be back. Excusez-moi, depuis quand Batman c'est devenu un Pokémon? Ouais, regardez, là il est dans les hautes herbes, en mode Roucoups, ou le petit vert là, qui sert à rien, je me rappelle jamais de son nom. Bram! Il est poursuivi par des gens, donc bram, il se fait tirer dessus, bim, il tombe. Voilà, bon, après les herbes, elles sont pas si hautes que ça, et pourtant, quand il va tirer quelqu'un au sol, bon, je vous le dis, c'est double face, mais c'est le début de l'histoire. Il tire double face au sol, et les gens, ils le perdent. Où il est passé? Vous êtes sérieux? Mais non, il peut pas s'échapper comme ça, vous imaginez cette scène en vrai, il est obligé de faire bouger un petit peu les herbes et tout, les gens, ils peuvent pas perdre un Batman comme ça, on perd pas un Batman comme ça. On peut perdre une pièce de monnaie dans un champ, mais pas Batman. Encore plus quand il traîne double face. 2 personnes. Vous êtes des fous. Je suis désolé, Scott. Non, ça passe pas. Moi aussi, je reviendrai. Mais pas que pour porter le gâteau, hein. Je suis pas une larbine. Moi, je lis beaucoup de comics aussi, je peux faire des reviews. Et tous les excités du cul, là, qui commentaient, ouais, la secrétaire, calmez vos races, hein. Parce que je vais vous diversifier les couilles, moi, hein, je vous le dis. Il va y en avoir une d'un côté et l'autre à 100 mètres. Hein. Malade.